Alors, juste un petit mot d'introduction très rapide. Donc bonjour à tous et bienvenue donc, dans cette track Business Model. Donc on va commencer par la première intervention aujourd'hui de Jérôme Herlédan qui va nous faire part d'un retour d'expérience sur le support de l'open source qui est proposé par la société Atos, un groupe de partenaires auprès des institutions publiques. Donc voilà, je laisse la parole à Jérôme pour cette première présentation. Merci. Alors, donc bonjour à tous. Hop, je mets le chrono. Alors, donc le sommaire, très classique, une introduction. Je vais présenter la genèse du projet, les marchés publics, le groupement, les intérêts pour les différents parties et les enjeux. Bonjour, bienvenue. Pardon. Pas de souci. Donc l'introduction. Alors de quoi va parler cette conférence? Comme on a dit, en fait, ça va parler des grands marchés publics de support de logiciels libres et d'une démarche qu'on a adoptée pour y répondre. Alors je souhaitais tout d'abord commencer par me présenter, parce qu'en fait mon parcours a vraiment une importance en fait, dans le déroulé de la présentation après et de ce qui a été amené comme projet. Alors disclaimer, c'est même si les slides sont brandés au nom de mon entreprise, je parle en mon nom propre. Donc ce que je ferais peut-être, c'est, je dirais, si je mets la casquette entreprise, où là je vais avoir un discours très corporate, ou si je mets en fait une casquette un peu militant, où je parle à titre personnel. Et donc du coup, à titre personnel, donc je suis Genma, je suis connu par certaines personnes comme un blogueur où je parle de open source depuis une quinzaine d'années, compte Twitter, je suis membre de Framasoft, donc Framasoft, association connue pour le projet Dégooglisons Internet, etc. Je suis un utilisateur de Nextcloud et à ce titre aussi j'ai cofondé la communauté Nextcloud francophone. On essaye de dynamiser un petit peu l'aspect support, animation autour de Nextcloud. Je fais des conférences autour de Nextcloud. Je suis un utilisateur de logiciels libres depuis 2003. J'ai connu, pour les plus anciens d'entre nous, l'époque de solutions Linux. Donc, à l'époque, voilà. Ça donne un peu une idée de mon parcours dans l'open source. À titre personnel, donc je m'appelle Jérôme Herlédan, de mon nom civil. J'ai commencé en 2005 à travailler. J'ai fait plus de 12 ans chez Capgemini. Donc ça, c'est un parcours important. J'ai fait de l'ESN. Après, pendant 2 ans et demi, j'ai été chez un prestataire qui s'appelle Inagora, qui est connu par certains d'entre vous qui a un stand par là-bas. Et en juin 2019, jusqu'à maintenant, j'ai choisi de retourner en ESN. Donc c'est un parcours un peu atypique de faire 15 ans de ESN. Et généralement, on sort de l'ESN pour aller chez le client final ou autre, c'est toujours connu. Moi, je suis passé par une PME et je suis retourné en ESN. Donc c'est pour ça que ça a son importance aussi dans le déroulé du projet après. Et donc chez Atos, je travaille donc à ce qu'on appelle l'AOSC. En fait, c'est l'Atos Open Source Center. C'est le petit nom qu'on donne en fait à notre équipe, qui est un centre d'expertise open source qu'on cherche à redynamiser. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on cherche en fait à redévelopper ce centre open source, où Atos a toujours fait de l'open source, mais c'est resté très confidentiel. Et pour l'anecdote, comment ça s'est passé? C'est il y a 3 ans, j'étais au salon donc, open source. Je vois le stand d'Atos, je fais « Ah, Atos, vous faites de l'open source, ça me fait rigoler. » Je fais « Vous montrez mon CV, vous me faites une offre directe. » J'ai sorti mon CV, et là on m'a dit « On peut discuter ?» Et effectivement, on a discuté, moi j'étais en recherche d'une nouvelle aventure, et un parcours, plus de 12 ans en ESN, et 2 ans et demi dans un prestataire qui fait de l'open source, ça parle à quelqu'un qui veut relancer un centre open source. Et donc du coup, depuis 2 ans et demi, je travaille là-dessus. La genèse. Donc, au moment où moi je cherchais en fait un nouvel emploi, il y avait une enquête du CNLL, donc le Conseil national du logiciel libre, qui était sortie fin 2019. Donc l'enquête s'appelait Grand marché de support open source, où le CNLL révélait la difficulté pour les clients de bénéficier de l'expertise des éditeurs de logiciels libres. Donc, quelques éléments clés de l'enquête. En fait, il y a une image majoritairement négative des marchés publics auprès de la filière du logiciel libre en France. Donc, le métier d'éditeur open source n'est pas forcément reconnu. Et il a été notamment vu que l'expertise de solutions libres est majoritairement détenue par des entreprises, par des petites entreprises. En fait, il y avait un acteur leader du marché. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, donc là je mets ma casquette titre personnel, c'est l'Inagora chez qui j'ai travaillé. Voilà. Et le CNLL, en fait, quelque part, dénonçait, donc là toujours ma casquette personnelle, c'est ce côté, c'est une seule entreprise, l'Inagora, qui répond, et il n'y a pas de possibilité d'avoir d'autres entreprises, il n'y a pas de notion de groupement ou de partenaire ou autre, c'est une entreprise qui est à guichet unique. Donc les marchés publics, c'est quoi? Donc il y a le marché de référence, en fait, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le marché interministériel de support des logiciels libres. C'est un grand marché qui existe depuis longtemps, qui se renouvelle tous les 4 ans. Donc c'est les différents ministères de français qui se regroupent pour avoir un marché de support autour d'un certain nombre de logiciels libres.
c'est 350 logiciels qui sont utilisés par l'ensemble des ministères français. Donc globalement, si on prend le catalogue qui est proposé par la DINUM, tous ces logiciels-là sont au support et ils lancent un appel d'offres en disant voilà, qui c'est qui répond à ce marché? Et pendant 4 ans, vous me faites du support autour de ces logiciels-là. Il s'agit du plus grand marché de support open source en France. Donc ce marché, en fait, a été relancé en 2018. Pas 2018, 2019, 2020, pardon, en 2020. Et il y a la difficulté de comment on peut répondre à ce type de marché-là. Parce qu'il y a des travers, en fait, des difficultés à ce marché-là. Alors, les difficultés sont inhérentes au monde des ESN. Les ESN, on les connaît, hein, elles ont tendance à faire des prix bas pour gagner. Il y a une volonté de... Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on appelait ça des marchands de viande. C'est souvent vu d'une image très négative. Le ESN, c'est un peu... On est jeune, on commence sa carrière là-bas, on fait ses armes, on est vendu comme un expert alors qu'on est stagiaire, et puis après, on part vers d'autres aventures. Donc d'où le côté la vente de compétences et de profils existants. Il y a beaucoup de turnover, c'est très difficile de garder quelqu'un dans une société. Quelqu'un qui a fait 12 ans chez Capgemini, c'est un peu... J'en ai vu passer des gens. Après, ce turnover-là, j'ai pu le constater dans d'autres parcours, dans d'autres entreprises. Hein. C'est quelque chose, en fait, on s'aperçoit que c'est inhérent. Les gens, ils changent. Le marché de l'informatique, c'est aussi une problématique qu'on voit après. Il est ce qu'il est à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'offres et plus que de demandes. Donc, c'est un peu, j'ai envie de changer. Je peux trouver du jour au lendemain. Pour peu qu'on ne soit pas trop difficile. Et il y a aussi la problématique de l'absence de peu ou pas de culture open source en entreprise. C'est pas quelque chose... quand on pense au ESN, on ne pense pas open source. C'est pas inhérent. Alors, ici, on regarde sur le stand... Il y a Microsoft qui fait l'open source, mais c'est nouveau, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, qu'on pourrait assimiler à une ESN. Il y a Atos qui a une petite structure, mais comme on a dit, on tape dans Google le nom de la société est open source, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de GitHub, il n'y a pas de... Maintenant, par exemple, dans les concurrents, Capgemini, eux, ils ont plus une culture ouverte, où justement, ils vont proposer un certain nombre de... Okay, merci. Un certain nombre de réparos au Git, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dans l'ADN des ESN. Et les difficultés liées aux clients aussi, c'est qu'il y a une liste de logiciels conséquente, avec des versions précises, qui sont obsolètes et non maintenues par les éditeurs. Et là, c'est un peu, j'ai un guichet unique, j'ai quelqu'un sur qui taper si le logiciel ne marche pas. Donc, il faut convaincre les clients que l'open source, ce n'est pas du gratuit. Souvent, dans les clients en général, c'est un peu, je veux comme Red Hat, mais gratuit. Il y a le problématique que ces marchés-là, c'est des marchés publics, c'est des unités d'œuvre qui ne couvrent pas tous les types de prestations. Souvent, on se retrouve avec le client, en fait, le décideur a fait un marché avec des belles unités d'œuvre, etc. Et la personne opérationnelle du terrain dit, moi, je veux quelqu'un pendant quelques jours. C'est de l'assistance technique, ou de la régie, ou quelque chose de forfaitaire. Et ce n'est pas prévu par le marché, où il y en a des belles unités d'œuvre avec, je fais une mise en place d'un POC, ou je fais un accompagnement de la mise en production. Mais comment je vends que c'est 3 jours? Donc c'est une difficulté, et ça fait une charge de travail, où à chaque fois, surtout dans les marchés d'expertise, parce qu'en fait, il y a 2 types de marchés. Support, où c'est un guichet unique, c'est du support au ticket, et d'expertise, où c'est des demandes de prestations particulières, où là, on va avoir un gros travail pour faire des appels d'offres. Et c'est comme si on faisait des mini-appels d'offres à chaque fois. Donc une ESN, est-ce qu'elle peut répondre seule? Il faut déjà avoir les collaborateurs qui pourront faire le travail, qui ont cette culture open source, et c'est aussi la culture de l'ESN. Il y a tous les travers de l'ESN aussi qui peuvent être compliqués, le côté lourdeur administrative interne, qui ne sont pas forcément évidents. Ça nécessite de trouver des profils polyvalents, ayant un minimum de culture et de compréhension du monde open source, et ces profils-là, ils ne vont pas en ESN, c'est pas évident. Il y en a, chez les questions qui confirment la règle. Et d'une façon plus globale, le marché de l'emploi, parce que je disais tout à l'heure. Et répondre tout seul, pour moi, c'est ne pas prendre en compte l'enquête du CNLL. On n'a même pas lu l'enquête, on n'a rien compris. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait quand je suis arrivé? En fait, j'ai dit à mon manager, il y a un marché qui arrive, si on veut le gagner, il faut faire un groupement. Donc il a fallu trouver des partenaires. Donc on a établi une démarche qui a été de déterminer quel est le référent du domaine ciblé, prendre contact avec lui exposer le projet et le convaincre, comprendre son modèle économique, comprendre ses capacités et disponibilité de ressources. C'est pas vendre plein d'expertise en disant « Ah, c'est bon, on a 100 personnes qui sont experts du domaine » si, dans la société, ils sont 3. Comprendre son modèle économique, c'est comment on va pouvoir financer cette société-là, qui va nous accompagner en tant que partenaire dans le projet. Et après, s'ensuit une petite négociation commerciale avec les démarches administratives à faire, etc. Mais aussi, comment on va valoriser et apporter du financement aux clients, aux partenaires, sachant qu'on vend aux clients en prenant notre marge au passage. Donc, on a répondu au marché en montant en fait un consortium, ce qu'on appelle nous un groupement. Donc, on s'est appuyé sur Bluemind pour toute la partie messagerie, Vortex, système identité, et d'autres, l'expertise plus généralement Linux, LibreOffice et Digital Workplace Arawa,
Asset Management, gestion de parc, FactorFX. Pour le cloud, Alterway. On peut citer aussi Objectif Libre, Bizim. Et on est ouvert à d'autres partenariats potentiels. Globalement, c'est un peu... Là, on a un marché d'expertise que j'évoquerai après. Le client nous propose, nous demande des missions. Soit on sait faire en interne, soit on ne sait pas forcément le faire. On va réseauter. On va demander au CNLL, parce que nous, on a adhéré aussi, c'était une démarche volontaire d'adhérer au CNLL, pour dire, voilà, quel est le référent ou l'entreprise qui serait partante pour aller dans ce groupement, pour être sous-traitant, pour nous accompagner, nous, dans le cadre de ce grand marché. Donc les intérêts, pour le client, c'est d'avoir un guichet unique qui permet d'avoir un accès à un ensemble de spécialistes de niche via un seul contrat. Ces clients-là travaillent déjà avec toutes ces entreprises en direct. Mais là, en fait, il y a un côté, il y a une grande ESN qui porte, ça peut faciliter aussi peut-être le recours à la sous-traitance, ça peut rentrer dans un cadre plus global. Un grand groupe apporte aussi une méthodologie, une comitologie, donc c'est tout ce qui est les COMEX, les réunions, des COPIL, etc. La gestion, il y a une culture gestion de projet aussi, qui peut avoir ses travers, où c'est pas forcément très agile, etc., mais ça peut être aussi apprécié de par un grand DSI. Un grand DSI, il veut parler à un grand DSI en face, il veut parler à un grand groupe. L'intérêt pour le partenaire, c'est avoir accès à un marché de niche qui est trusté habituellement par un acteur du marché, ce qu'on a vu. Ça montre l'intérêt des sociétés éditeurs aussi, en vue de soutenir le modèle à ces clients-là. C'est de faire comprendre que quand on parle de Bluemine, etc., c'est pas de la messagerie gratuite, c'est qu'il y a un éditeur derrière. Et que si on met en place du Bluemine, du Nextcloud ou autre chez un client, c'est pour 5 à 10 ans. S'il ne finance pas cet éditeur-là, l'éditeur, il meurt. Bon, il a des petits marchés à côté, mais il peut mourir. Et on se retrouve quoi, nous, Atos ? Bon, ok, on a le marché, mais l'éditeur, il n'est plus là, on n'a plus l'expertise, on n'a pas l'expertise en interne, et le client nous dit, au niveau du contrat, vous me devez du support. Donc il faut faire comprendre que oui, il faut acheter des licences de support niveau 3 auprès de l'éditeur. Il faut financer, et donc c'est pour ça que je disais dans la démarche, c'est comprendre le modèle économique de l'éditeur. Il y a des éditeurs qui vont dire, moi je fais un modèle premium avec une partie core open source et puis des fonctionnalités entreprise payantes, ou je fais 100% open source mais je fais du support payant à côté. Et c'est vraiment trouver un bon compromis entre qu'est-ce que je vais vendre au client qui est acceptable pour respecter l'éditeur. Et l'intérêt pour le SN, c'est gagner en légitimité aussi pour parler d'open source. C'est que faut se faire un nom et petit à petit comprendre l'écosystème, travailler avec ceux qui savent, qui font l'open source depuis 20 ans, avoir des compétences différentes et complémentaires des compétences internes. Parce qu'on a des compétences en interne. On va former les collaborateurs. L'open source, on en fait tous à l'heure actuelle. Sauf que les gens n'ont pas forcément la culture open source associée. Ils font du GitHub, ils font du Docker, mais ils n'ont pas cette culture open source, ils n'ont pas la notion de licence, etc. Et l'intérêt commun, c'est de gagner en confiance, donc l'intérêt commun pour l'ESN des partenaires, et apprendre à travailler ensemble en vue de gagner, par exemple, d'autres marchés, les marchés bancaires, le marché des industries, etc. Ils font de l'open source. Et demain, si on leur dit, on a des références, on a déjà une équipe qui sait faire, qui sait traiter des tickets, etc., mon objectif, c'est de gagner ces marchés-là, en s'appuyant toujours sur les éditeurs, et donc amener des éditeurs pour travailler avec la Société Générale, avec Renault, avec Orange, avec SFR et des grands groupes. Donc les enjeux, c'est de ce marché-là et de ces problématiques de groupement, c'est d'avoir des garanties, des mesures de prévention. La grosse société ne doit pas phagocyter la petite. On a un responsable groupement qui représente le groupement et qui porte les intérêts lors des grands comités avec les clients. Et il y a mon rôle personnel, alors c'est peut-être un manque de corporatisme de ma part, c'est de servir les intérêts du groupement, mais également les intérêts de l'open source. C'est que le SN, c'est peut-être un passage dans ma carrière. On l'a vu, j'ai changé, je pourrais encore potentiellement changer. Peut-être que demain, mon CV, il sera chez l'un de ces éditeurs-là, chez ces partenaires-là. Et donc, ça permet de créer une relation de confiance, de montrer ce que je vaux professionnellement en travaillant avec eux, d'avoir un peu les inconvénients de travailler avec eux sans les inconvénients, les avantages de travailler avec eux sans les inconvénients, au sens où c'est une petite structure, c'est pas forcément évident, les horaires peuvent être... il y a une application personnelle, etc. Et l'open source dans tout ça, l'argent public sert indirectement à financer l'open source. Tout code créé, patch, contribution doit être reversé à la communauté. Ça fait partie des contrats des marchés. Et donc, du coup, pour reverser ces codes-là, autant s'appuyer sur les personnes qui savent. Par exemple, pour du LibreOffice, on a eu une longue problématique, je vous invite à vous y intéresser, à la problématique de LibreOffice Mimo, qui était un peu un fork, une version LibreOffice spéciale interministérielle. Maintenant, on est dans une démarche où il y a toujours cette version-là, mais elle est de plus en plus proche du vrai LibreOffice. Et tous les patchs qui sont faits sont reversés au vrai LibreOffice. Ignoré. Voilà. Et d'où l'importance de s'allier à des contributeurs reconnus que sont nos partenaires, parce que nos partenaires sont eux-mêmes éditeurs de logiciels ou contribuent dans des communautés particulières, et donc ils sont légitimes quand ils poussent des fonctionnalités pour que ça soit intégré dans la communauté en question. Donc la conclusion, on n'en est qu'au début. Les appels d'offres gagnés, pour l'instant on en a gagné 2 grands. L'appel d'offres du marché interministériel, il y a une communication officielle d'Atos là-dessus, et on en a gagné un en juin dernier, qui est le suivi des supports logiciels open source, prestations associées, de la CNAM, où là, il n'y a pas encore de communication, je le dis là, voilà. Et ce qui est important, c'est voir si ça a marché, c'est d'attendre
quelques mois, quelques années, donc à la fin du marché, de faire un bilan, un retour d'expérience de la part des clients, de la part d'Atos, et pour moi, j'attends aussi un retour des partenaires. Peut-être faire des réunions séparées pour que les partenaires puissent parler en leur propre nom et dire « Ok, ça a marché, ça n'a pas marché ». Si ça a marché, j'ai envie de dire, je serai encore chez Atos. Donc là, je mets la casquette personnelle. Si ça n'a pas marché, je considérais que c'est un échec personnel, mais aussi, c'est que les grands groupes ne peuvent pas forcément faire l'open source comme on l'entend. Et puis, je passerai à autre chose. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver au stand Atos en B23, où on pourra vous parler de la démarche, etc., de voir comment on peut vous accompagner en tant que grand groupe pour bénéficier de ce côté groupement-là, si vous avez l'intérêt de recourir à ce type de ce marché-là, ou vous avez envisagé de mettre ce type de marché-là. Et si vous avez des questions autres, soit maintenant, soit après. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, du coup? Oui, éventuellement, peut-être, pour lancer. Par rapport à LibreOffice, en fait, je ne connais pas forcément les contributeurs principaux. Il n'y a pas vraiment un éditeur principal derrière. Alors, je sais pas, en tout cas, vous n'êtes pas en relation. À l'heure actuelle, donc en fait, on travaille avec la société qui s'appelle Arawa, donc qui a un stand ici, et Arawa est partenaire de Collabora. Donc Collabora, en fait, c'est une société qui a choisi de prendre LibreOffice, de faire en fait une version dérivée, stabilisée, qui s'appelle Collabora pour les entreprises, donc avec une offre de support, etc. Mais ils reversent tout dans le corps de LibreOffice. En fait, LibreOffice évolue très rapidement. En fait, on va dire, il y a un peu le côté open source, communautaire, qui est LibreOffice. Et il y a la version entreprise qui est la Collabora, qui est soutenue par la société Collabora. Collabora propose aussi Collabora Online, qui est la version de LibreOffice en fait online qu'on peut intégrer dans Nextcloud par exemple. Et nous, on s'appuie sur Arawa, qui est elle-même partenaire de Collabora. Donc en fait, les patchs actuels sont payés à Collabora. En fait, on paye à Arawa qui paye Collabora, qui reverse ça dans le corps de LibreOffice qu'on utilise au quotidien sur nos PC Linux ou Windows, etc. Mais aussi dans sa propre solution qu'elle vend aux entreprises. En fait, c'est gagnant-gagnant, il y a un côté symbiotique, parce que les patchs qui sont remontés, parce que là, ils ont quand même un marché interministériel, donc plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs de LibreOffice en France, dans des ministères, donc ils font des beaux documents, etc., qui, s'ils trouvent un bug dans une version précise, ils savent le qualifier, le remonter, parce qu'ils sont utilisateurs de LibreOffice depuis de nombreuses années. Et pourquoi ne pas avoir travaillé directement avec Collabora? Raison de simplicité, en fait, c'est que Arawa, ils sont français, Collabora est anglais, et c'est des questions administratives aussi. Là, au moins, on reste en marché franco-français pour l'instant. D'autres questions? Ouais. Le fait de faire du support sur des versions un petit peu anciennes, est-ce que ça amène aussi à patcher des versions anciennes et à faire du backporting ou pas du tout? Alors, il y a la théorie et la pratique. En théorie, oui, on devrait en fait en engager, si le code source est disponible, à patcher et à faire le backport. En pratique, on prie pour que ça n'arrive pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. En fait, c'est un peu comme une assurance. Faut le voir. Vraiment, je parle vraiment en toute honnêteté. C'est vu comme une assurance. S'il y a un problème, on a une assurance. Mais le jour où on a besoin de l'assureur, ah oui, mais il y a la petite clause qui va bien, etc. Et tout ça. Là, la clause qui va bien, il y en a pas, parce que le marché est tel qu'il est. Et puis, on n'a pas piloté le marché. Mais ma clause à moi, ça sera de dire, écoutez, la version est totalement obsolète, il y a des failles de sécurité, etc. Il faut passer une version plus récente. Et on va vous accompagner à passer une version plus récente, et c'est tout votre intérêt. Et c'est comme ça que marche l'open source. Et c'est aussi mon rôle de open source évangéliste, c'est de faire comprendre ça aux clients. Qu'il faut arrêter avec des versions antédiluviennes, etc. de Firefox, parce que le web évolue. Et après, ouais, mais Firefox, c'est lent, ça marche pas. Oui, mais vous êtes en version 40, on en est à la version 73. Là, je vois, on doit, pour un client, de lui dire les failles de sécurité. Oui, mais les failles de sécurité annoncées sont pour des versions maintenues. Quand il y a une faille de sécurité dans Firefox, je regarde, oui, mais ils ont la version, alors je dis les chiffres au hasard, 50, mais je ne vais pas m'amuser à faire un diff entre le code de la version 50 et de la version actuelle pour savoir est-ce que la partie où il y a la faille de sécurité était déjà une fonctionnalité intégrée dans Firefox ou pas. Probablement, c'est passer une version récente maintenue, et c'est un travail, il faut convaincre, parce que derrière, le DSI, mais j'ai 100 000 postes déployés, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais ça tombe bien, on a un partenaire qui s'appelle FactorFX, qui connaît GPI, qui connaît OCS Inventory, qui connaît bien justement les systèmes de gestion de parc. C'est changer la culture aussi des clients. C'est ambitieux, hein, mais ça se tente. Et derrière, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a des gens au sein des ministères qui ont de la culture open source, qui sont membres de communautés, d'associations, et qui sont présents sur les stands, etc. Et au fur et à mesure, on les connaît. Il y a des gens qui me disent « Ah tiens,
t'es Genma. En fait, quand je me présente en tant que Jérôme, donc je joue avec cette double casquette-là aussi. Et ça donne un côté légitime. C'est OK, j'ai pas un costume cravate de SN qui vient dire bon, allez, je fais de l'open source aujourd'hui, demain je ferai du SAP, et puis vendredi je ferai du Oracle. C'est quelqu'un qui va en sweat à capuche au boulot et qui investit aussi. Et ça, c'est peut-être aussi important de faire comprendre ça aux clients, qu'en face, ils n'ont pas n'importe qui. Ils ont quelqu'un qui connaît bien, qui a aussi son franc-parler. Normalement, je ne devrais pas dire des choses que j'ai pu dire là, c'est pas très corporate, mais bon, c'est assumé, c'est ma personnalité. D'autres questions ? Non. Je pense qu'on va vous libérer. Hein. Donc bon salon à tous, et puis n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des réactions ou autres. Merci.